Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On va passer un bon moment ce soir autour de cette merveilleuse propriété qui est celle d'Emmanuel Guillaume. Et on va bien sûr parler un petit peu de ce clos de la Mollepierre, de cet endroit un petit peu singulier qui est le clos de la Mollepierre. On va surtout parler des vignes Franc-Pied puis un petit peu du phylloxéra avec Emmanuel Guillaume qui nous rejoint tout de suite. Donc bienvenue et c'est parti pour autour du Mâconnais, de Grusille, et puis de ce travail merveilleux engagé depuis maintenant pas mal d'années par ce très bon viticulteur de Grusille. Alors on attend Emmanuel qui va nous rejoindre, et puis aussi évidemment la majorité des personnes qui vont, je l'espère, rejoindre un petit peu ce live. J'ai préparé en tout cas moi un peu de lecture, et puis bien sûr un peu de quoi se réjouir. J'espère qu'Emmanuel va être connecté très bientôt. Bienvenue en tout cas. Manuel, tu m'entends? Ah, voilà. Salut Manu, Salut, ça va? ça va et toi? Dis donc, quel temps derrière toi? C'est incroyable. La journée que Bon, vous avez, on est on joli. l'avait réservé. Ouais, Je sais- franchement, c'est incroyable. Il y a pas beaucoup de réseaux, hein. On Ouais. pourra peut-être avoir des coupures. Bah écoute, on va essayer de faire avec. Merci Voilà. Manu d'abord de nous passer cette fin de semaine et de nous amener un petit peu sur le Clos de la Mollepierre puisque c'est vraiment une œuvre fascinante. Ceux qui nous suivent, je préfère d'abord préciser que je suis venu te voir la semaine dernière et donc j'ai vu les travaux engagés, j'ai vu à l'époque déjà ce terroir un petit peu renaître. On va en parler un petit peu. On va parler un petit peu de ton terroir de Cruzille, mais surtout de tes essais également un petit peu aussi autour de la vigne Franc-Pied. Mais quel beau lieu d'abord, quel endroit. Je précise pour toutes les personnes qui d'ailleurs vont nous suivre un petit peu que j'ai là ici juste derrière moi la BD donc oublié, qui est juste fascinante à lire, à relire, et puis pleine d'anecdotes. Je l'ai relu encore un peu cet après-midi, et c'est franchement à chaque fois, c'est tellement palpitant, l'histoire avec la Saphir, etc. Enfin, voilà. Bon, ça m'a bien occupé cet après-midi, et on va parler un petit peu de ça. Alors Manu, raconte-nous un petit peu, parce que les membres de chez d'œuvre et tous les gens qui nous suivent sur Instagram vont s'intéresser à ce projet. Le Clos de la Mollepierre, ça tapis. Alors, j'entends pas toujours très bien. Donc, le Clos de la Mollepierre, c'est une histoire. Vous m'entendez là? Oui, oui, parfaitement. Ok, parfait. Parce que moi, j'ai une communication moyenne. Le Clos de la Mollepierre, en fait, c'est un peu une histoire familiale puisque mon père, en fait, a été locataire de cet endroit pendant presque 20 ans. C'était une terre qui appartenait à nos voisins, mais qui était en friche. Et en fait, c'est des friches qui sont abandonnées depuis le phylloxéra. Et en fait, voilà, bon, il avait travaillé à Meursault. On avait des murs, des terroirs incroyables ici. Et en fait, quand il a vu ce clos, il s'est dit, bah voilà, je le planterai un jour, quoi. Et donc, en fait, il a attendu presque 20 ans pour pouvoir commencer les travaux. Et donc, on a pu le faire. Il y avait des travaux hyper importants. Enfin, t'as pu voir quand enfin, l'ampleur C'est pharaonique. du, c'est ouais, Pharaonique. c'est J'ai montré une petite photo là pour le livre parce que c'est assez intéressant pour les gens qui nous suivent. C'est vrai que c'était de la friche pure avant, et après, bien sûr, sur cette parcelle que tu as plantée il y a maintenant quelques années, maintenant la vigne a bien grandi. Je l'ai pris en photo la semaine dernière. Sinon, c'est des arbres, c'est des murs de 400 ans, 500 ans des fois, et de la friche tout autour. Et maintenant, ça y est, voilà. ça a été refaçonné, et même encore avec donc Philippe qui t'a rejoint un petit peu dans cette une partie du clos. Vous avez agrandi entre guillemets cette terre assez fabuleuse. Voilà, je vais vous faire un petit tour Ouais. de la parcelle. Et oui, super. Voilà, voilà. Hop, vous avez un 360 degrés. Donc on a Et un là, en vrai fait, coteau, une vraie pente.
Et on a Ouais, on est vraiment, on est à 350 mètres à peu près d'altitude. Donc d'accord. on est assez haut. Après, c'est vraiment un coteau, c'est plein ça regarde le soleil levant. On dit toujours que la vigne ne supporte que la vigne, que l'ombre du vigneron. Et ça, c'est vraiment ça sur ces coteaux, c'est totalement idéal. Le chemin qui se trouve juste en dessous s'appelle sur la rue de Cluny. Alors c'est pas un Oui, d'accord. hasard. Et en fait, ces terroirs, ici, toute cette région en fait du Nord Mâconnais, ça faisait partie donc de l'abbaye de Cluny et puis de cette connaissance, quoi. Et donc les moines au Xe siècle vont refaire tous ces terroirs, vont les renommer, c'est qu'on va retrouver en fait, ils vont avoir Cluny va avoir jusqu'à 5000 hectares de vignes dans le Mâconnais en Bourgogne. Et en fait, une des particularités ici, c'est que on n'avait pas le droit de presturage à Cruzy, et comme dans beaucoup d'endroits. Et en fait, les gens reprenaient ce chemin, emmenaient le raisin jusqu'en haut de la montagne, il y a environ 5 kilomètres à pied. Et donc, en fait, on vendangeait et on allait ramasser et on allait pressurer ça sur le prieuré, qui était vraiment sur le haut de la colline. Et en fait, le Cluny récupérait son impôt et comme ça, ils étaient sûrs d'avoir le raisin. Et les paysans redescendaient, récupéraient une partie de voilà. Donc ça, c'est un peu tout. Il y a une histoire incroyable ici. Et donc tout ça, ça s'est arrêté avec le phylloxéra, quoi. Et, Ces terrains étaient abandonnés, quoi. Et donc du coup, voilà. et Donc, même, avec quand est-ce que Cruzy a été un petit peu réhabilité? C'était après-guerre, c'était ton papa, enfin le village, j'avais noté moi dans les années 50, déjà le village était très engagé dans la viticulture bio, c'était d'ailleurs une école. Et il y avait le vignoble a comme survivre derrière la période de la Deuxième Guerre mondiale. Alors en fait, si on reprend un petit peu l'histoire, c'est vrai que on a cette destruction du vignoble par le phylloxéra, et ensuite on va avoir une période, et c'est assez incroyable parce que quand on regarde la production qu'on avait avec le phylloxéra, le Mâconnais c'était entre 15 et 25 hecto-hectares en francs, donc justement à l'époque en francs de pied, Ah oui, ça va être totalement détruit. On a 3 fois plus de vignes partout, mais on produit beaucoup moins. Aujourd'hui, sur les mêmes terroirs, on va faire 50, 60 hectos si on est voilà, si on est cohérent, et on peut aller beaucoup plus. Et après, une vieille vigne va faire 40 hectos à 10 000 pieds, quoi. Et on avait une moyenne de 15 000 pieds. Donc c'est vrai que c'est toute une viticulture qui va complètement être modifiée. Et ici, en fait, on va avoir les premières caves coopératives dans les années 30. Donc et en fait, qui vont sauver un peu ce milieu, parce que quand on regarde un petit peu autour de nous, on voit qu'il y a de la vigne, mais il n'y a pas que de la vigne. On n'est pas sur la côte de Beaune avec un seul coteau unanime où on a vraiment que de la vigne, quoi. Ici, on va avoir des bois, on va avoir des prés, on a différentes orientations, et en fait, tout n'est pas propice à la vigne. Et donc, en fait, ici, les paysans, bah, ils avaient un petit peu de vigne, ils avaient un peu de froment, un peu de seigle, un peu de sarrasin, un une peu de vache. culture, ouais. C'était vraiment la polyculture, quoi. Et donc ça, quand la vigne va s'arrêter, bah on va remettre une vache à la place de la vigne, point, quoi. Donc ça, c'est un petit peu une réalité, enfin sensible économique. Après, on a les guerres, qui vont arriver, et donc on a le début du greffage. Et en fait, avec le greffage va arriver la surproduction. Donc c'est la naissance voilà, la grande crise viticole, et dans les années 30. Et en fait on va abandonner beaucoup de terroirs parce que bah, il y a trop de vin à vendre, et on va créer les AOC dans les années 30. Donc c'est en 35 exactement. Oui, Et j'avais noté ça, on en avait parlé une fois avec d'autres grands viticulteurs. Les AOC sont venus un petit peu au secours de la vente des vins, en fait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir promouvoir, identifier. C'était pas simplement qu'un travail de puriste, de gens qui y voyaient une fabuleuse lecture. Avant, on vendait les vins en assemblant les différents crus. Les AOC sont devenus, bien sûr, là pour régulariser tout ça, mais ça a été aussi pour promouvoir un petit peu les vins.
C'était ça, et puis pour contrôler, parce que on a eu des émeutes, il y a eu des morts, c'était assez violent, et puis la crise du phylloxéra a été sévère pour les vignerons. La France a investi l'équivalent de la dette de guerre de 1875 pour trouver la solution contre le phylloxéra, ce qui était colossal. Et Oui. c'était l'or vert de la France, quoi. Et donc c'est vrai que les AOC vont réguler tout ça. Et puis c'est un petit peu une révolution complète, mais elle sera pas accueillie par les vignerons comme ça. Et il y a une anecdote qui est quand même assez drôle, c'est qu'en fait en Bourgogne on va plus ou moins refuser ces appellations. Et en fait c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler va passer une note quand ils vont partir sur la campagne de Russie. Et en fait donc tous les vins ordinaires vont être distillés parce qu'en fait il y a plus de pétrole et en fait c'est pour mettre dans les tanks D'accord. et dans les véhicules allemands et les vins de qualité en fait seront bu par l'armée. Et en fait, les vignerons bourguignons qui avaient un peu refusé l'AOC en 35 ont dit non, non, ça c'est classé, ça c'est classé, ça c'est classé. Évidemment, ils voulaient pas que ça soit distillé, ils préféraient que ce soit bu. Et en fait, il y a eu une acceptation, mais tardive finalement de l'AOC, et qui était voilà, qui sont. Et en fait, une chose qui est assez drôle, c'est qu'en fait, le Mâconnais, on était en zone libre, donc on n'était pas sous cette régulation. Et la régie des AOC a été très différente quoi, ici. Ah, d'accord. Merci pour cette anecdote parce que c'est des choses qu'on sait pas forcément. Alors, toi, dans ton clos de la Mollepierre, parce que une fois qu'on défriche, moi, je me suis vraiment penché la dernière fois sur cet endroit absolument dingue. Je me suis posé la question. Une fois que tu défriches, que tu fais venir, voilà, des machines qui peuvent couper des arbres et puis arracher les souches, etc. Combien de temps il faut d'abord pour refaire une terre agricole pour pouvoir replanter un vignoble à peu près? Disons que dans un idéal, il faut 2 à 3 ans. Après, c'est vrai que on coupe une forêt, ça autrefois on appelait ça essarter. Et on a des terroirs qui s'appellent les essarts ici et qui sont souvent voilà qui étaient à l'époque des personnes qui faisaient ça. Le sol d'une forêt fonctionne vraiment sur le fait qu'on a les feuilles qui vont tomber, qui vont créer de l'humus, et on a de l'ombre. Y a pas vraiment de lumière sous une forêt, donc c'est un écosystème vraiment particulier. Et donc la première chose qui se passe quand on coupe les arbres, c'est qu'on ramène de la lumière. Et en fait, on a un sol qui va être très fragile en surface, et en fait, on va perdre tous les éléments. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lessivage important. Et en fait, il faut retravailler ce sol. Donc en fait, la meilleure solution, c'est de planter du seigle, c'est de replanter des céréales, c'est de replanter des légumineuses pour refixer l'azote, ramener de la matière organique et en fait avoir un sol agricole, quoi. Et donc ça prend un petit peu de temps. Donc entre le défrichage, le travail, enfin la remise entre guillemets en place de ça et la plantation, il se passe 4 ou 5 ans quasiment. C'est vraiment voilà comment quand on dit on plante une vigne, on la plante pour ses enfants. Parce Oui, que voilà, faut 25 ans pour faire un grand vin. Donc oui, j'avais ras avec le un blanc. système racinaire. Alors, Voilà. le Clos d'Amolpierre, si tu pouvais nous montrer un petit peu le sol, parce que il y a des blocs. En fait, la Mollepierre, c'est de quel sol? C'est un Alors sol là, très dur. en fait, on voit. Alors, Oh, on a perdu Manu. Non, on n'a pas ce problème-là. On t'entend, Manu, vas-y. ouais, alors voilà. Donc là, en fait, on voit en fait la Mollepierre, on voit tous ces. Je sais pas si on les voit très bien. Oui, Donc en fait, c'est un calcaire, ce qu'on appelle un calcaire oolitique. Et en fait, ici, on a des sols qui sont, c'est des sols argilo-calcaires. Et c'est des sols qui sont assez pauvres. Euh, et on va avoir, en fait, là, on voit c'est des vignes qui ont été plantées il y a 8 ans, 9 ans, et qui sont en place. Et en fait, c'est vraiment des terroirs qu'on retrouve, qu'on retrouve sur la côte de Beaune, qu'on va retrouver. En fait, il y a beaucoup de terroirs calcaires sur le Mâconnais. Et
En fait, on va aller jusqu'à Pouilly-Fuissé jusqu'au bout. Et en fait, ici, on est dans vraiment la grande vallée du Mâconnais. Nous, c'est le nord de cette partie-là. Et en fait, c'est ici, si on prend Creusy, on va essayer de faire un petit tour comme ça, on va aller voir. Euh, voilà. Alors, hop. Donc en fait, on a trois niveaux sur Creusy. On va avoir la partie où on se trouve là, la Mollepierre, on est sur des calcaires oolitiques. La partie basse, on est sur des bâtonniens. Et après, on va avoir des zones où on voit moins de vignes en bas, qui va être sur des zones de. Ça coupe un petit peu, Manu. Mince. On va essayer de récupérer Manuel. Ça y est, vous m'avez? Allô? Est-ce que On va essayer de allô, pas allô? trop bouger, Manu, parce que sinon ça va recouper encore Ouais. pas mal. Vous m'avez perdu? C'est bon, on t'a perdu un peu, mais là on t'a récupéré, on est très content. Bon, super. Alors Du coup, attends, vous avez entendu? j'ai plein de petites questions à te poser. Alors, parce que Ouais. évidemment c'est un projet fabuleux et en voyant aussi l'autre parcelle du Clos de la Mollepierre que vous avez défriché avec Philippe récemment, que vous allez commencer à planter là. Moi, le travail qui m'a, enfin, des questions qui me sont venues, c'est quand on plante comme ça un endroit, toi tu l'as fait avec l'audace de vouloir planter une partie non greffée, une partie greffée. On va parler surtout aussi de tes expériences sur le phylloxéra et de tes quelques vignes qui ont survécu, mais voilà, on a goûté. Enfin, j'ai eu la chance de goûter Mollepierre, franc de pied, Mollepierre, pas franc de pied, côte à côte, à même date de maturité, etc. C'est une expérience absolument fabuleuse. C'est quoi la réflexion quand finalement tu plantes ce clos de Mollepierre, tu te dis bon, quelle densité, quel matériel végétal, comment tu t'y prends? Alors, bah, déjà, on a une réalité, je dirais, de travail. C'est qu'aujourd'hui, on est mécanisé, on a des tracteurs. Donc, il y a toute une réflexion déjà sur ça. C'est-à-dire que, nous, en fait, le domaine, on a un type de tracteur. Les tracteurs, c'est quand même un gros investissement. On parle de Ouais, 70, super. 80 000 euros pour un tracteur. Et donc, en fait, on va avoir les mêmes rangs, la même largeur de travail partout sur le domaine. Nous, on a fait un choix qui est un choix de mon père, qui était de 1,20 m, parce qu'en fait, lui, il voulait planter comme en Côte d'Or, c'est 1 m sur 1 m, et sauf qu'en fait, ici, on avait le rang Mâconnais était à 140, 1,40 m. Donc, il a coupé en deux, il a fait 120. Et en fait, on a planté 120 par 80, 90, ça dépendait des périodes. Donc, on arrive, en grosso modo, l'idée, c'était d'avoir 10 000 pieds hectares. Donc ça, c'est pour la partie greffée, classique. L'idée, c'était de tailler sur une baguette à plat, de faire vraiment un travail de terroir comme on l'entend à Meursault, ou à Puligny, ou vraiment sur la côte. Et ça, c'était vraiment ce que mon père a voulu. Et nous, en fait, on a continué dans cette logique. Et après, sur le domaine, on a quand même une grosse expérience de la replantation parce que sur 17 hectares, on en a replanté 15 au cours des 40 dernières années, quoi. Et en fait, c'est vraiment mon père a démarré ici en 77. Il a commencé à replanter les premières vignes. Et en fait, le domaine, la date de création, c'est 78. Et en fait, il va démarrer avec 1,5 hectare et il va replanter le premier terroir, Beaumont, les Perrières en 78. Et ensuite, il va racheter des terrains comme les Genévrières. Donc tout ça, c'était vraiment l'idée. On avait ces noms Perrières, Genévrières, Combette. Lui, il arrivait de Meursault. Pour lui, bah voilà, ça voulait dire vin, tout simplement. Et donc il a acheté ces terroirs qui valaient rien. Et après, la vraie réflexion, c'était de dire qu'est-ce qu'on plante. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est assez facile de dire à Meursault, je vais planter du chardonnay. Quand on arrive à Creusy, dans les années 70, il y a des caves coopératives. On regarde l'histoire. Au 19e, il y avait 90% de rouge dans le Mâconnais.
Donc on est sur des gamets pour les parties granitiques, on est sur des pinots, une partie. Il y a un vieux cépage qui a disparu intégralement qui s'appelait le Channay et dont on ne connaît plus il y a plus de plan, mais on le retrouve dans les livres. Et donc après voilà, il y avait toutes ces questions-là. Et donc en fait le premier hectare de Genevrière qu'il va planter, il va planter gamay, chardonnay, pinot noir, les 3 cépages. Et en fait il va essayer très rapidement le chardonnay sur ce terroir-là va fonctionner très très bien. Le pinot, il va falloir presque 20 ans pour que ça se mette en place, pour qu'on comprenne, etc. C'était des terroirs assez froids. Donc aujourd'hui, c'est des terroirs qui se plaisent parce que justement on a un réchauffement et donc du coup on arrive à des belles maturités de pinot, mais c'était pas forcément vrai au début des années 80, quoi. Complètement. Ouais. On l'a bien senti, surtout dans les derniers millésimes. Enfin, depuis 2012 que je suis un petit peu les rouges du domaine, on voit bien les courbes et la qualité, je dirais, les grains, les tanins et tout ce qui s'améliore dans les vins du domaine, au-delà de la maîtrise aussi des élevages qui s'affinent. Mais je me suis posé la question aussi du fait que est-ce que les fêtes qu'on plantait à l'époque c'était simplement des us et coutumes de consommation ou est-ce qu'on réfléchissait aussi un petit peu à l'adéquation sol terroir déjà un petit peu bien avant bien sûr toute ce focus qu'on fait maintenant en termes d'agronomie. Alors aujourd'hui, eh ben, déjà il y a le choix du porte-greffe. Ça, Oui. c'est une vraie réflexion. Et en fait, on regarde même au début du siècle, quand on va avoir des écoles de greffage sur les côtes du Rhône, même sur le Mâconnais ici. Et en fait, on va parler de ces essais. Il y a le docteur Petiot qui a fait un gros travail sur ça à cette époque-là. Et parce qu'on se rend compte que le granit, c'est le granit et le calcaire. Ça répond différemment donc après on y va à tâtons, hein. Faut savoir que le phylloxéra il arrive ici avec un cépage qui s'appelle c'est le cépage Isabelle parce que ça vient du nord de l'est des grands lacs de Chicago vous voyez c'est Chicago, New York, toutes ces zones là. Et donc il va arriver en Bourgogne dans 1865 quelque chose comme ça. Et en fait, donc ça va détruire tout le vignoble en 30 ans. C'est 2 millions d'hectares qui vont être détruits en 30 ans, ce qui est juste hallucinant. Et, euh, et en fait, de ça, ensuite on va aller chercher là-bas les cépages, on va retrouver le greffage. Donc on va chercher des cépages, mais faut dire une chose, on y va un petit peu à la va-vite. C'est-à-dire que on a été chercher des solutions, mais on n'a pas tout exploré encore sur le sujet. Et en fait, encore aujourd'hui, sur le terme du porte-greffe, c'est-à-dire sur le plan américain, les pépiniéristes aujourd'hui, il y a une vraie réflexion et on va chercher d'autres essais, d'autres porte-greffes pour avoir des résultats. Et après, il y avait dans un premier temps, je dirais qu'il y a eu une réflexion un peu on va chercher de la production, c'est-à-dire qu'on a cherché de la rentabilité, donc on a planté des porte-greffes vraiment voilà qui produisaient beaucoup. Et en fait, mon père avait dans l'idée de faire des vins de qualité, d'élever ses vins en fût, de parler de terroir. Et c'est vrai que il va lui aller chercher des porte-greffes qualitatifs dès le départ. Et ça, c'est une chance incroyable pour nous parce que 40 ans après, voilà, on a un vignoble qui est en place, qui fait de la qualité. Et voilà, ça nous donne un jeu incroyable, quoi. Super. Alors, on va parler un petit peu du sujet aussi qui nous intriguait quand je suis venu en tout cas la semaine dernière chez toi. On a vu donc la différence entre tes vignes de Mollepierre greffées et celles qui ont donc été plantées non greffées. Euh, Ouais. on voit aujourd'hui qu'elles ont, pour la plupart en tout cas, elles ont souffert, alors que c'était pas le cas encore il y a 2-3 ans. Je pense que c'est récent en fait cette attaque du phylloxéra. On les voit mourir en fait. C'est assez triste. Hein. Ouais. On va essayer d'aller voir. Je vais voir, j'espère qu'on va pas perdre la connexion. Ouais, Puis après, si on a un petit souci, on reviendra. bien sûr. Et on va voir le désastre. Eh oui. Je bois un coup de Combette 2016 rien que pour voir le T'as bien raison. Ça, les amis, je sais pas si vous avez goûté ça récemment, mais ça, moi, c'est la meilleure bouteille que j'ai bu en confinement à tomber par terre. Voilà. Alors là, on voit le désastre.
Donc ça, c'est un plan qui a 6 ans et Oui. qui est mort, qui est en train. Là, on voit un petit peu de vie. Le plan à côté est complètement mort. Et donc ça, c'est le phylloxéra. Et si on regarde juste à côté, ben, on voit la vigne. Elle a été plantée exactement au même moment. Et voilà, donc elle est là. Et ça, c'est la partie greffage, quoi. Et oui. Donc en fait, ce qu'on a laissé cette vigne telle quelle. Parce qu'en fait, on a quelques plans comme celui-là qui vont résister. Et en fait, l'idée, le petit espoir, il est vraiment tout petit, c'est de se dire, on va récupérer quelques plans résistants. Et en fait, ben peut-être qu'on pourra resélectionner voilà quelques plans. Ah, vous m'avez là. J'ai perdu. C'est bon, On c'est va se bon, remettre ça marche, ça marche, ça marche. vers le mur tranquille. Mm. Voilà. Donc Et, ça c'est vrai que c'est un petit peu le côté un peu désespérant du phylloxéra parce qu'en fait on replante des vignes. Là on a replanté 900 pieds. On a mhm. fait on a fait 3 millésimes et Et la oui. vigne est morte. Et donc ça c'est mais en même temps on le fait pas pour l'idée de ça c'était pas d'aller chercher de révolutionner la viticulture. C'est pour ça qu'on plante que quelques rangs. L'idée c'était vraiment déjà par curiosité de voir ce que donne un vin en franc de pied. Oui. L'idée aussi, c'était, on a une problématique de bois ici avec le kellier, avec certainement au greffage, avec l'esca, avec le typiose, avec toutes les maladies de bois qu'on peut retrouver. Et l'idée était en fait d'aller chercher des plants qui étaient pas greffés pour en fait avoir toute la relation au terroir. En fait, aller chercher nos sélections matsal sur ces plants greffés quoi. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une vigne mère pour aller chercher des plants. Donc ça, c'était vraiment la première idée. Eh ben, tu vois, c'est une question qu'on s'était posée quand on est venu la semaine dernière. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a 30%, là, c'est pas la proportion, je crois, 30% de résistants et d'autres pas? Qu'est-ce que c'est quoi? Comment on explique ça? Comment j'en sais rien du tout. C'est une vraie question. Le phylloxéra, je pense que déjà le sujet, il a été abandonné. Parce qu'en fait, on a trouvé une solution alternative. Enfin, je relisais un bouquin. On va aller le voir, ce petit bouquin, je l'ai emmené. Et, qui c'est de Vermorel et Danguy. Et c'est un livre qui a été écrit en 1905 et qui va nous parler de la replantation du vignoble à cette époque-là. Et voir en fait, voilà, je sais pas si on voit bien. Ah ouais, très bien. Ça s'appelle Les vins du Beaujolais, du Mâconnais et Chalonnais. Et donc ça, c'est une réédition, hein, et c'est donc Vermorel et Danguy. Et en fait, ce qui est génial, alors je vais vous le lire parce que c'est un tout petit peu compliqué. On parle de 26 hecto-hectares. On va parler il y a certaines années, on va avoir 17 hecto-hectares, et on est à 15 000 pieds hectares. Et ça, c'est la moyenne de Saône-et-Loire. Eh oui. Et en fait, voilà, c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand on lit ça, par exemple, toute la viticulture, elle a changé. Donc on plantait beaucoup plus serré. Bouge plus, Manu, bouge plus, on va te perdre. On a perdu un petit peu Manu. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vous avais perdu. Hop, C'est bon. je me déplace. On cherche la connexion ici, hein. On est relié à la Terre, mais pas au satellite. Euh, donc voilà, ça c'est des choses c'est vraiment des bouquins qui nous ont inspirés nous dans la recherche de se dire pourquoi aller chercher le frontier. Et en fait dans ce bouquin il y a un passage où en fait on dit la seule raison de survie du franc de pied, c'est la qualité supérieure des vins. Eh oui. Ça veut dire que si on regarde bien, bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut se repositionner dans le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez le voisin qui regreffe à 10 000 pieds hectares, c'est-à-dire moitié moins de pieds, et qui va faire 60 hecto-hectares, et puis vous ramez, vous faites 15 hecto-hectares pour aller vendre le vin au même prix.
bah l'année suivante vous arrachez votre vigne pour vous regreffer et pour replanter parce que voilà, c'était une question économique quoi. Et donc le sujet du phylloxéra, il a été abandonné pour une raison de production et puis humaine tout simplement quoi. Et Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un mouvement et puis un certain regroupement de grands viticulteurs de Bourgogne et d'ailleurs qui quand même se penchent un peu sur le sujet. Tu participes un petit peu à ces travaux-là ou pas? Alors on suit ça, mais alors nous on fait partie d'un groupement qui était le Geste, et puis on a des associations avec les artisans vignerons où on se pose de vraies questions sur le terroir. Par exemple avec les artisans vignerons du Mâconnais, on a fait une collection, c'est-à-dire qu'on a été chercher toutes nos anciennes vignes, c'est-à-dire toutes les... On a perdu Manu. Bouge plus, bouge plus. Mince, on a perdu Manu. Bouge. Bouge un peu plus. Et donc du coup, donc l'idée c'était d'aller chercher cette diversité d'origine, de plants. Et en fait, on a replanté une parcelle. Donc il y en a une partie ici qui est plantée sur le clos de la Mollepierre. Il y en a une partie qui a été plantée chez mon cousin. Il y en a une autre qui a été plantée chez Pascal Pauget. Et en fait, on a fait un conservatoire des vieux chardonnays du Mâconnais. Et donc ça c'était notre approche à nous. La Côte d'Or a fait un gros travail sur le Pinot Noir. Ils ont identifié plus de 3000 pinots différents, et en fait avec des sélections donc qui ont été faites. Et ça c'est fabuleux parce qu'en fait c'est vraiment toute notre histoire. Et en fait il faut impérativement la préserver. Et ça fait un siècle qu'on a greffé et on arrive à une dégénérescence, on arrive à une perte du message. On a cloné beaucoup, on a simplifié. À ta santé. Je peux pas m'arrêter, hein, c'est trop bon. Et voilà, et en fait c'est ça, moi je trouve c'est vraiment le sujet absolument passionnant de voir. On a goûté la semaine dernière quoi, la différence entre les chardonnays muscat. Ouais, on a goûté les muscatés, oui. Attends, on t'a perdu. Reviens. Mince. On a perdu Manu. Désolé pour la connexion. Fais une pause. Dommage, on était bien parti avec les vignes francs de pied. Ouais, alors j'en ai pas tout entendu Manu parce que ça a coupé vraiment Je vous avais les perdu. 30 dernières secondes. Bouge plus. Bouge plus, c'est d'abord Et donc oui, je parlais de la différence, par exemple avec les chardonnays muscatés qu'on avait dégustés, voilà où c'est ce qui est assez dingue de voir la différence de structure des vins, d'aromatiques et voilà. Et ça, c'est vrai que le matériel végétal, c'est un truc fascinant, quoi. C'est la clé. Alors moi j'ai une question en fait et j'aimerais bien simplement interpeller les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui mais peut-être aussi en replay. Moi il y a une chose qui m'avait marqué vraiment quand on avait comparé le Mollepierre franc de pied et le Mollepierre classique à la dégustation sensorielle à l'aveugle côte à côte, c'est la faiblesse en structure alcool des vignes franc de pied vendangées à la même date de vendange. C'est-à-dire qu'on a un décalage de cycle végétatif. Alors déjà la vigne, c'était vraiment un chose qui nous a fasciné, c'est-à-dire que la vigne en franc de pied, elle pousse 2 à 3 fois plus vite au printemps. On a vraiment, il y a une explosion de pousses. Par contre, elle s'arrête très vite. Et en fait, la vigne greffée, elle pousse plus doucement. Et en fait, mais par contre, elle s'arrête jamais. Et c'est là où la liane, elle prend le dessus et ça pousse. Et en fait, on se rend compte que déjà en termes de travail du sol, de tout, ça change la donne parce que vu que ça pousse très vite,
finalement, il y a une ombre portée plus importante sur le terroir, donc moins de graminées qui poussent au printemps. Et donc, voilà, ça, c'était des choses qui étaient assez intéressantes. Oui. Du coup, le cisaillage, c'est-à-dire que on va cisailler 2 à 3 fois. Cette année, c'est une année, enfin, ça pousse, c'est incroyable, quoi. On a déjà fait 3 cisaillages. Normalement, on en fait un, 2, ça suivant les années. Le front de pied, finalement, on le fait une fois ou pas. C'est-à-dire que c'est la végétation, ça pousse et après elle s'arrête. Donc là, c'est un côté déjà très très différent entre les deux plantes, c'est la liane et le buisson. Je pense que voilà, les vignes, c'est ça. Et après, ce qui nous a le plus, voilà, le plus impressionné, c'est donc le premier vin qu'on ait fait sur les francs de pied, c'était en 2003. Donc 2003 caniculaire. On avait planté une première vigne sur les Perrières et on avait des degrés enfin hallucinants. Les Genouillères, ça faisait 15 degrés. On était dans l'échec climatique Oui. total. On était pris voilà. Et en fait, quand on se dit on va arriver au clos, on a 18 000 pieds hectares, il y a 4 raisins par pied. On se dit bon bah c'est bon, on va faire du sauterne quoi. Et, euh, et on arrive et c'est un souvenir et en fait ça fait 10,5 en alcool. Je reprends 2 fois la mesure, je me dis c'est pas possible, je me trompe, je reprends, je refais. Et en fait non, ça faisait 10,5. Et en fait, ça s'est révélé. C'est que sur les 10 ou 15 millésimes qu'on va faire de franc de pied, c'est une constante. On n'a jamais dépassé les 11 degrés en alcool, et en vendangeant cette vigne vraiment très tardivement, enfin vraiment à maturité optimum, quoi. Alors moi ça m'intrigue parce que hier soir tu vois on faisait avec une centaine de personnes un cours en ligne avec il y avait Thibault Ligier-Belair, il y avait Philippe Pacalet qui intervenait. C'était sur la Bourgogne et ses enjeux face à ses enjeux climatiques. C'est vrai que sur les cycles végétatifs qui sont raccourcis maintenant, sur les vendanges qu'on fait de plus en plus précoces, il y a quand même ici, il y a quand même quelque chose de percutant dans ce que tu dis, c'est-à-dire que on a le sentiment qu'on pourrait peut-être rallonger entre guillemets ou étirer les maturités pour aller les chercher un petit peu plus tard, sans perdre d'acidité, sans perdre de salinité, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que on a dans le franc de pied entre guillemets une soupape par rapport au réchauffement climatique qui est quand même absolument incroyable. Ça, c'est clair que la première chose qu'on peut dire du franc de pied sur le faible temps qu'on a pu le travailler, parce que nous on parle de 10 ans, c'est insuffisant pour tirer des leçons quoi. Mais c'est vrai qu'on a une adaptation absolue au climat. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que la vigne, elle pousse de façon beaucoup plus régulière. On a un système racinaire beaucoup plus important que sur une vigne greffée. Et en fait, on a très peu de degrés. Et en fait, le degré, il est assez constant. Donc, il y a une donnée du terroir, il y a une donnée climatique, du lieu, du cépage, tout ça. Donc, tout ça, c'est vrai que à l'échelle française, c'est à réviser, quoi. Et il n'y a pas de vérité dans tout ça, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que quand on voit ces millésimes chauds, on se retrouve avec des vins à 10,5 en alcool qui ont une capacité de garde incroyable et en fait une structure que je trouve très différente dans la construction du vin, quoi. Ah ben moi je suis d'accord. Je me rappelle de cette comparaison à l'aveugle de ces deux Claude Lamolpierre, franc de pied pas franc de pied. C'est vrai que malgré la faiblesse de structure alcool, on n'a pas le sentiment quand on goûte des francs de pied, enfin en tout cas dans le Claude Lamolpierre, de maigreur. Au contraire, on a une certaine densité et un volume qui moi m'avait vraiment saisi. On a perdu Manu. Tu m'entends ou pas? Et Ouais, tu m'entends. En fait, moi je disais simplement. ça y est. Ouais, pardon. La Vas-y, Claude vas-y. Lamolpierre. Non, je disais juste que moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'effectivement, on avait des vins qui avaient une certaine densité, une certaine puissance quand même, malgré la faiblesse de structure alcool Ah ouais. dans le Clos de la Mollepierre. Bah, je pense qu'il y a une puissance aromatique qui est incroyable et en fait moi c'est ce que
si on doit donner un dessin sur le vin, moi j'aime bien dire que la vigne greffée, c'est quelque chose de très droit, très tendu, alors que finalement le rapport au franc de pied, on est quelque chose comme sur un saké, c'est-à-dire qu'on est sur l'eau. C'est un rapport à l'eau qui est très important. Et en fait, c'est un vin qui va prendre en volume, c'est beaucoup plus cristallin. Et en fait, c'est un vin, si on n'y prête pas attention, on peut passer complètement à côté. Parce que Est-ce que c'est un peu moins variétal? Est-ce qu'on sent moins la dimension du cépage dans les francs de pied pour toi? non, je pense pas. Je pense pas qu'on perde, on perd pas l'identité du terroir, ni au contraire. Je trouve qu'il y a il y a une vraie similitude. Mais enfin, nous, chaque fois qu'on les déguste, on a cette sensation-là. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une horizontalité dans le vin et une verticalité dans le greffé, et c'est très différent. Et en fait, si on prend le vieillissement des perrières ou du clos, et enfin la molle pierre, c'est la même chose. On va avoir un retour au terroir. Il y a une sorte de densité, de minéralité sur la partie greffée. Et finalement, sur la partie non greffée, c'est un vin qui s'étoffe, mais qui s'arrête jamais, qui prend du volume, du volume, du volume. Et au bout de 10 ans, on a quelque chose d'assez incroyable qui est voilà, qu'on retrouve sur des grands crus, qui est voilà, avec des expressions fascinantes, quoi. Oui, alors tu vois, moi ces sentiments-là, et après je sais pas si c'est lisible dans d'autres vignobles, mais en fait, moi quand j'ai dégusté par exemple de Maxime Graillot les vignes franc de pied, tu Ouais, sais, en Fraude, c'est vrai que on passe un cap, on passe un cap émotionnel, on passe un cap de sensations et d'allonges gustatives qui, moi, m'amenait vers d'autres terroirs beaucoup plus prestigieux, c'est-à-dire le Cross Franc de Pied 2013 de Maxime, à l'aveugle, tu dis qu'au trottis, ils sont forcés. Et donc, c'est ça. ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement on dépasse complètement les espérances de ce que l'on a sur des vignes greffées en termes de allonges gustatives, etc. Ouais. Mais c'est pour ça que en fait on échange avec Maxime des magnums de Clos ensemble, Ah, parce que je comprends, je comprends. Et alors, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un côté fabuleux quoi dans ces vins, puis il y a une digestibilité, on a vraiment voilà, on n'est plus du tout dans l'opulence, et ça c'est extraordinaire quoi. c'est vrai qu'on s'affranchit un peu de l'opulence et de la structure alcool, ouais. Alors, un dernier petit mot, Manu, sur les travaux que tu mènes évidemment sur ce clos de la Mollepierre. Là, la parcelle que tu avais plantée historiquement, elle fait combien en surface? Elle fait 1 hectare? Alors là on a 70 arbres qui sont plantés actuellement. Oui. Et en fait, on a le clos, il y a 3 clos différents. Alors, si vous voulez, on peut peut-être descendre et aller voir. Je sais pas si Alors, on a 3 minutes. on espère que la connexion va tenir. Allez, accrochez-vous. Allez, on essaye. Allez, Ça on va va, aller voir. on y va. Et donc en fait, donc le premier clos, donc ça c'est 90 arcs qu'on a replanté donc en 2010. Et en fait, voilà, il y avait un travail hallucinant. Je vous montre juste derrière en fait. Là, voilà. Donc là, on a la partie avec des arbres. Et donc, Oui, ça, un jour, ce sera des vignes. oui. Et en fait, on a arraché, en fait, on a relancé un projet avec Philippe que tu m'as présenté. Bon, Philippe Et Guillemot, oui. qui était parce qu'en fait, c'était un travail de titan dessus, et qu'il fallait, il fallait défricher, il fallait du temps, enfin voilà, il fallait vraiment une énergie et puis de l'argent pour Faut financer financer tout ça. ça, oui, bien sûr. Et en fait, donc avec Philippe, on a défriché 1,5 hectare en surface. Et, C'est et en fait, absolument incroyable à observer si un jour les gens qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo ont la chance de venir te voir et d'aller voir le Clos de la Mollepierre. C'est titanesque et c'est incroyable à observer. On en rêve. voilà, on va s'approcher doucement là. Ouais. Regardez, alors en petite balade, alors ça vous change de Paris, hein. Ah, non, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, arrête, n'oublie pas ça. On est resté 3 mois dans le béton. C'est ça. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ce que c'est avant. Et en fait, voilà, Et oui. voilà. Et en fait, voilà. Et donc Ça, c'est la donc jeune ça vigne c'est plantée de Philippe. voilà, et qu'on vient de planter.
Et je sais pas si on voit avec le soleil. Ça va Voilà, très bien, c'est parfait. Super. voilà. Et ça, donc ça c'est vraiment voilà, c'est une immense satisfaction quand on en arrive là à mettre les premiers plans. Euh, et ça, c'est vrai que voilà, c'est fabuleux quoi de redonner toute Et, cette et, histoire. et ce qui est beau, c'est de voir les murets autour, cette signature de l'histoire. On a perdu Manu. Ouais, les petits murets autour, ça va, on l'a récupéré. Tu disais? Je disais que ce qui est assez fascinant aussi, c'est les murets autour. Ah bah voilà, ça c'est juste hallucinant. En fait, ce qui se passe sur ces murs, c'est que si on réfléchit à l'époque, les propriétaires avaient un demi-hectare de vignes et on avait des familles nombreuses, on avait 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Donc il y avait cette notion où le centimètre carré de terre, il était important pour nourrir, pour travailler quoi. Et donc en Ben fait oui. la première idée du muret, c'est déjà c'est que ça prend moins de place. Un mur en pierre sèche et il prend seulement un tiers de la place d'un tas de pierres. Donc en fait, on économisait de l'espace. Et en plus de ça, il avait une deuxième version, c'est qu'une option, c'est que il évitait aux vaches, aux chèvres de rentrer. Donc ça protégeait les vignes. Donc il y avait cette notion-là. Puis après, il y avait aussi une notion du temps. On travaillait, on avait beaucoup moins grand. On faisait des très longues heures. On travaillait 10 heures, 15 heures par jour. Et donc c'était quelque chose où voilà où il y avait une lenteur dans le travail. Et en fait, quand on sortait une pierre à la main, bah en fait on la mettait sur le mur et en plus bah c'était beau. Et ça c'est le côté intemporel de ces terroirs-là qui ont plus de 1000 ans quoi. Et voilà et en fait quand on s'attaque à ça et qu'on regarde la somme de travail qu'il faut pour refaire des murets. Parce que là on a des kilomètres de murets, c'est pas et c'est voilà c'est pas une vie qu'il faudra, c'est plusieurs vies pour tout refaire quoi. Mais bon c'est ça c'est la magie des lieux. Écoute, c'est un projet absolument fabuleux et bravo. Bravo à toi et bravo surtout aussi Merci. à tes parents, à ta famille, etc. Tous les gens qui ont conservé, préservé ces lieux endormis qui maintenant renaissent. Alors moi, j'invite évidemment, en terminant cette vidéo un petit peu comme ça, toutes les personnes qui sont évidemment passionnées par, je dirais, l'histoire et puis l'histoire des grands terroirs, l'histoire des grands vignobles en France, de venir voir le Clos de la Mollepierre parce que c'est une forme enfin, on a ressuscité entre guillemets un lieu absolument unique. Mais surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est d'y avoir, bien sûr, tout le spectre, toute la qualité que tu as apporté, c'est-à-dire les densités de plantation, la viticulture bio qui, depuis, de toute façon, la création du domaine l'est. Ça, c'est quand même assez admirable. Et puis aussi, un petit peu le résultat. Parce que le Clos de la Mollepierre, même si les vignes sont encore jeunes, moi, j'aimerais terminer en disant ça. C'est vrai que dans la dégustation des vins, encore une fois, la semaine dernière, on a goûté un petit peu des 2018 et un peu de 2017. C'est un vin qui est quand même relativement impressionnant malgré l'âge des vignes. Et donc, il y a forcément quelque chose qui se dessine. Et on est en train de prendre une photographie simplement de l'histoire en route de cette partie du Mâconnais. Je pense que tu es en train d'écrire en tout cas, et avec Philippe aussi qui va dans quelques années produire du vin sur cette nouvelle parcelle, écrire une partie de ce vignoble de Creusy. Donc bravo. Et on sera évidemment. Et si les gens ils peuvent pas venir, ils peuvent au moins lire la bande dessinée parce qu'on Ah oui, alors, on lisez en parle ça, franchement, merveilleusement. c'est, c'est du pur bonheur, alors Ouais. c'est super bien illustré, c'est très drôle aussi, il y a beaucoup d'humour qui est derrière, il y a beaucoup de petites bulles, etc., qui sont très chouettes. Et franchement, alors, je crois qu'il y en avait un deuxième également, tu me Il y a corriges. une deuxième et il y a même une troisième qui est en cours Ah et oui. qui est au dessin en ce moment. Et donc parce que c'est un an de travail pour incroyable pour pour dessiner tout ça quoi. Et donc la deuxième, on a parlé on s'est inspiré un petit peu du phylloxéra et avec une autre problématique qui était la flavescence dorée.
Et Oui. donc on a abordé ce thème-là voilà, il y avait eu l'affaire Giboulot qui avait fait du bruit à l'époque, qui avait un petit peu, on a arraché des vignes dans le Mâconnais, nous à 500 mètres des Geneuvrières, il y a eu des hectares arrachés sur arrêté préfectoral. Donc voilà, on trouvait ça il y a assez similaire au drame qu'ont pu vivre les vignerons avec le phylloxéra. Donc voilà, on a mis ça un petit peu dans la deuxième. Donc il y a moins ce côté jovial, mais c'est le côté drame de la viticulture puis de la réalité quoi. Et la troisième, la prochaine BD qui arrive, ce sera sur l'histoire fabuleuse voilà, on va aller jusqu'à Madère. Et on va aller on va aller se balader à Madère. On partira de la Bourgogne évidemment, et en fait on va suivre les traces de Napoléon et des vins de l'empereur. Ouais, Voilà. ben, Et ça y donc est. je vais pas tout vous révéler quand même. Ouais, je te vois très bien avec le chapeau de Napoléon, Manu. Ça sera le mot de C'est la ça. fin. Voilà. La- Ouais. L'aboutissement Voilà. du livre. Bah, super. Bon, merci beaucoup, Manu. En tout cas, bravo pour bien sûr, ces travaux titanesques, pardon, de Claude Pierre, et puis surtout pour tout ce que tu as engagé en termes de qualité. Depuis pas mal d'années, on te suit ces chefs-d'œuvre et on est, on espère en tout cas parmi tes meilleurs ambassadeurs. En tout cas, on espère te retrouver avec tous ces nouveaux projets, ces nouvelles BD, et sois assuré que si tu as besoin de quelqu'un pour venir déguster avec ta mère, je serai à tes côtés. Voilà. Avec plaisir. C'est le petit mot de la fin. Je souhaite à toutes et à tous une super belle soirée, un bon appétit bien sûr, un bon apéro et un merveilleux week-end. Salut Manu. Merci à À très vous. bientôt. Ciao. Et merci pour ce live. À très bientôt. Ciao. Ciao.